Bonsoir, c'est Malo. Ce soir, j'avais envie de changer d'univers. Mais je vous rassure, je reste toujours dans la douceur pour vous endormir. Sur mes 2 vidéos précédentes, j'ai passé plus de 4 heures à les illustrer. Mais vu que la plupart d'entre vous écoutent mes histoires pour s'endormir, je me suis dit que cette vidéo ne serait pas illustrée. Seule ma voix vous contera cette histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Est-ce indispensable ou non? Avant que l'histoire ne commence, sachez que ce récit est inspiré de faits réels. Les personnes, les lieux, les moments existent bel et bien. Mais pour que tout se déroule avec la douceur d'un récit du soir, certains détails ont été légèrement romancés. Rien de plus que ce qu'il faut pour laisser l'histoire respirer et pour que vous puissiez la suivre tranquillement au rythme de la nuit. Je vous souhaite une bonne écoute. « 12 ans plus tôt, Paris, un soir de novembre. Les projecteurs du Sacré-Cœur découpaient la face blanche du monument dans la nuit parisienne. À l'intérieur, le silence était si dense qu'on aurait pu l'entendre respirer. 300 personnes retenant leur souffle. 300 pères d'yeux fixés sur une jeune femme assise, seule, au centre de la scène, son violoncelle entre les jambes, l'archet suspendu au-dessus des cordes. Claire Delaunay, 24 ans, ferma les yeux une seconde, juste une seconde, pour faire taire le calme dans sa tête. Ce vacarme ou la voix de son père qui résonnait encore. « Tu es une Delaunay. Tu ne déçois jamais. » Elle inspira lentement, sentit l'air froid emplir ses poumons, puis posa l'archet sur la corde de La. La première note s'éleva, pure, cristalline, parfaite. Au premier rang, son père hocha imperceptiblement la tête. Augustin Delaunay, directeur du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, éminence grise de la musique classique française, ne souriait jamais pendant les concerts. Il évaluait, il jugeait, il comptait les fautes. Claire le savait. Elle avait passé sa vie entière à jouer pour lui, à chercher ce regard d'approbation qui ne venait jamais vraiment. Même quand elle était parfaite. Surtout quand elle était parfaite. Ses doigts glissaient sur les cordes avec une précision mécanique. Bach, suite numéro 1. Un morceau qu'elle avait joué des milliers de fois. Un morceau qu'elle connaissait par cœur, dans sa chair, dans ses os. Ses mains savaient où aller. Elle n'avait pas besoin d'elle. C'était peut-être ça, le problème. Claire jouait comme on récite une leçon apprise. Techniquement, irréprochable. Émotionnellement vide. Elle le sentait, dans le mouvement trop fluide de son poignet, dans la justesse trop parfaite des notes. Il manquait quelque chose. Cette chose que les critiques appelaient l'âme. Cette chose que son père avait tuée en elle. Année après année, répétition après répétition. Plus vite, Claire. Plus précis. Recommence. Non, pas comme ça. Tu n'écoutes pas? Recommence. Encore. La dernière note s'éteignit dans le silence de la basilique. Puis les applaudissements explosèrent. Debout, le public la félicita. Son père se leva le dernier, lentement, avec ce demi-sourire
qu'elle connaissait si bien. Le sourire qui disait « Tu as été correcte, mais tu peux faire mieux ». Claire se leva, salua, sourit. Le sourire qu'on attendait d'elle, le sourire de la violoncelliste prodige. Mais derrière ce sourire, quelque chose en elle hurlait. Elle quitta la scène par la porte latérale, son violoncelle sous le bras, l'étui lourd contre sa hanche. Les félicitations fusaient autour d'elle, des mains qu'elle serrait, des visages qu'elle ne voyait pas vraiment, des compliments qu'elle n'entendait plus. « Magnifique, Claire. Quelle maîtrise. Ton père doit être fier de toi. » Fier, oui, c'était le mot. Jamais heureux, jamais ému. Fier comme on est fier d'un investissement rentable. Elle traversait la foule, étouffée par les parfums mélangés, par la chaleur des corps, par le poids de toutes ses attentes. Il fallait qu'elle sorte, qu'elle respire, qu'elle s'échappe de cette vie dans laquelle elle se sentait prisonnière. Elle poussa la porte de service d'un coup d'épaule, et l'air froid de la nuit la gifla. Novembre, Paris, l'odeur de la pluie sur les pavés. Elle inspira profondément, sentit ses poumons se remplir d'un air qui n'avait pas le goût du mensonge. Et c'est là qu'elle l'entendit. Une guitare en contrebas, sur les marches de Montmartre. Claire s'arrêta net, son souffle se bloquant dans sa poitrine. Cette mélodie, elle ne la connaissait pas, mais elle la reconnaissait, comme si elle l'avait toujours attendue. Douce, mélancolique, inachevée, comme une question posée au vent. Ses pieds se mirent en mouvement, avant même qu'elle ne réfléchisse. Elle descendit les marches de la basilique, ses talons claquant sur les pierres mouillées. La pluie fine collait ses cheveux noirs sur ses joues. Elle s'en souciait pas. Elle suivait cette mélodie comme on suit une boussole. En bas, assis sur les marches, un homme jouait. Lucas Morel avait 26 ans et le visage de quelqu'un qui a renoncé depuis longtemps à convaincre le monde. Cheveux châtains en bataille, barbe de 3 jours, veste en cuir abîmée au coude et gêne trouée au genou droit. Sa guitare était cabossée, couverte d'autocollants délavés. Il ne jouait pour personne, juste pour le vent, juste pour la nuit, juste parce qu'il ne savait rien faire d'autre. Il ne la vit pas descendre, il avait les yeux fermés. Ses doigts glissaient sur les cordes usées, cherchant des notes qu'il ne trouvait jamais vraiment. Cette mélodie, il la jouait depuis des mois. Elle venait de nulle part, elle n'allait nulle part. Elle existait, c'est tout, comme une respiration, comme un battement de cœur. Claire s'arrêta à 3 mètres de lui. La pluie tombait plus fort maintenant. Elle coulait dans son dos, trempait sa robe de concert, cette robe noire en soie qu'elle détestait. Elle ne bougeait pas. Elle écoutait. Vraiment. Pour la première fois depuis des années, elle écoutait de la musique qui n'était pas parfaite et qui était vivante. Lucas ouvrit les yeux. Leurs regards se croisèrent. Il s'arrêta de jouer, les doigts figés sur les cordes. Elle ne dit rien. Elle tenait toujours son violoncelle. L'étui noir brillait sous la pluie. Lucas regarda l'instrument. Puis le visage de cette femme qu'il ne connaissait pas
une inconnue en robe de soirée, trempée, debout devant lui comme une apparition. « Je peux ?» demanda-t-elle simplement. Il hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Claire s'assit à côté de lui, sur les marches mouillées. Elle ouvrit l'étui, sortit son violoncelle, le cala entre ses genoux. L'eau ruisselait sur le bois verni. Elle s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, elle s'en fichait complètement. Elle leva son archet. Lucas joua une note, une seule, un mi, suspendu dans le silence de la nuit. Claire répondit. Un la, doux, qui se fondit dans le mi de Lucas, comme deux couleurs qui se mélangent. Il sourit, elle aussi. Et ils commencèrent à jouer, ensemble. Pas de partition, pas de répétition, juste deux instruments qui se cherchaient, qui se trouvaient, qui se répondaient. La guitare de Lucas dessinait des vagues. Le violoncelle de Claire y traçait des lignes d'un voilier. Ils improvisaient. Ils créaient. Pour la première fois de sa vie, Claire ne jouait pas ce qu'on lui avait appris. Elle jouait ce qu'elle ressentait. La pluie tombait. Il ne la sentait pas. La ville dormait. Il ne s'en rendait pas compte. Il n'y avait que deux inconnus, deux âmes, et cette musique, cette évidence. Lucas ne savait pas qui elle était. Claire ne savait pas qui il était. C'était parfait. Parce que dans cette bulle, sur ces marches mouillées, il n'était personne. Juste deux musiciens qui se reconnaissaient sans s'être jamais rencontrés. Ils jouèrent jusqu'à ce que leurs doigts soient gourds de froid, jusqu'à ce que l'aube commence à pointer derrière les toits de Paris. Quand le dernier accord s'éteignit, ils restèrent assis en silence, les yeux dans les yeux, le souffle court. Claire sentait son cœur battre comme il n'avait jamais battu, fort, vivant, douloureux. « Je m'appelle Lucas », murmura-t-il. « Claire », répondit-elle. Ils ne dirent rien d'autre. Ils n'avaient pas de mots. Lucas se leva, lui tendit la main. Elle la prit. Il l'aida à ranger son violoncelle dans l'étui. Puis, ils montèrent la rue déserte, main dans la main, jusqu'à un petit immeuble, délavé, au numéro 17. La chambre de Lucas était minuscule. Un matelas posé à même le sol, une guitare dans un coin, des partitions éparses, une fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Claire posa son violoncelle contre le mur. Lucas ferma la porte derrière eux. Ils ne parlèrent pas. Ils n'avaient rien à expliquer. Il défit doucement la grave de sa robe. Elle laissa tomber sa veste en cuir. Ils se découvrirent lentement dans la lumière grise de l'aube qui filtrait par la fenêtre. Leurs corps s'accordèrent comme leurs instruments l'avaient fait quelques heures plus tôt, avec douceur, avec évidence. Claire ferma les yeux et pour la première fois de sa vie, elle se sentit libre. Quand elle rouvrit les yeux, le jour était levé. Lucas dormait contre elle, son souffle régulier contre sa nuque. Elle écouta son cœur battre. Elle aurait voulu que ce moment dure pour toujours. Mais elle savait que la réalité allait revenir.
que son père allait la chercher, que cette nuit magique n'était qu'une parenthèse. Un klaxon retentit dans la rue. Claire se redressa d'un coup. En bas, une berline noire venait de se garer devant l'immeuble. Son père venait la chercher. « Je dois partir », murmura-t-elle, la gorge serrée. Lucas ouvrit les yeux, comprit immédiatement. « Je sais », répondit-il simplement. Elle s'habilla en vitesse, les mains tremblantes. Il la regarda faire, impuissant. Quand elle fut prête, elle se retourna vers lui. Leurs yeux se trouvèrent une dernière fois. « Je reviendrai », dit-elle. « Promis ?» Elle hésita juste une seconde, puis elle hocha la tête. « Promis ?» Lucas resta là, guitare à la main, le cœur serré, regardant la voiture disparaître au bout de la rue. Il ne savait pas encore qu'il ne la reverrait jamais, que cette nuit allait changer 3 vies, la sienne, celle de Claire et celle d'un enfant qui n'existait pas encore. La berline filait dans les rues endormie. Claire serrait son violoncelle. Augustin ne parlait pas. Ce silence était pire que n'importe quel cri. Elle tourna la tête vers la vitre. Montmartre disparaissait derrière eux. Lucas s'éloignait. Cette nuit s'éloignait, comme un rêve qu'on oublie au réveil. Mais Claire savait qu'elle ne l'oublierait pas. « Monte dans ta chambre », ordonna Augustin, devant l'immeuble du 16e. Claire obéit, s'allongea sur son lit tout habillée, fixa le plafond. Ses doigts sentaient encore les cordes. Son corps sentait encore Lucas. Cette nuit était gravée dans sa chair. Pour la première fois, elle sourit vraiment. Mais ce sourire ne durera pas. 3 semaines passèrent. Augustin ne lui parlait toujours pas. Mais son corps parlait. Les nausées, la fatigue, le retard. Un test de grossesse, 2 lignes bleues. Elle tomba à genoux, sur le carrelage froid. Les larmes vinrent, chaudes, incontrôlables. Un bébé, le bébé de Lucas, le fruit de cette unique nuit. La panique la submergea d'abord. Comment allait-elle l'annoncer? Comment allait-elle élever un enfant? Elle avait 24 ans, pas de travail, pas d'argent, pas de liberté. Puis la panique se transforma en quelque chose d'autre. Un espoir. Claire posa sa main sur son ventre, encore plat. « Je vais te garder, je te le promets. » Mais elle ne connaissait pas son père. Quand Augustin découvrit la vérité par hasard, un papier oublié, il entra sans frapper. « Combien de temps comptais-tu me le cacher ?» Claire le regarda, incapable de parler. « Tu vas aller en Suisse, dans un conservatoire près de Lausanne. Tu accoucheras là-bas et tu abandonneras cet enfant. »« Non, je veux le garder. Je vais retrouver Lucas. » Augustin éclata d'un rire méprisant. « Lucas, tu ne sais même pas son nom de famille. Tu crois que ce vagabond va t'attendre? Réveille-toi. Tu as compromis ta carrière pour une nuit. Tu ne détruiras pas ton avenir pour un enfant. » Le lendemain, Claire était dans un train pour la Suisse. Pas de bagages, pas d'adieu. 6 mois plus tard, dans une clinique près de Lausanne, Claire accoucha dans la douleur et dans les larmes. Elle avait vécu dans une solitude absolue, le ventre qui s'arrondissait,
le cœur qui se brisait. Quand le bébé sortit enfin, on lui arracha immédiatement. Elle tendit les bras, cria, supplia. « C'est mieux ainsi, mademoiselle. C'est un garçon, dites-moi au moins. » Mais la porte se referma. Claire resta seule, avec un vide immense dans les bras. Un vide qui ne se remplirait jamais. Elle pleura toute la nuit, puis toute la semaine. Elle rentra à Paris 2 mois plus tard. Augustin ne parla pas de l'enfant, comme si rien ne s'était passé. Claire reprit le violoncelle, mais chaque note était teintée de douleur. Chaque mélodie lui rappelait Montmartre. Augustin mourut 5 ans plus tard. Claire devint professeure au conservatoire. Une vie sans éclat, une vie en attente. Chaque année, le jour de l'anniversaire de l'enfant, Claire alluma une bougie. Elle murmurait « Pardon ». Pendant ce temps, Lucas cherchait. Il retournait chaque jour à Montmartre, même sous la pluie, même sous la neige, jouer leur mélodie, en espérant qu'elle l'entende. Personne ne venait. Il demanda partout. Une violoncelliste cheveux noirs. Personne ne savait. Il alla au conservatoire. On lui ferma la porte au nez. Claire avait disparu. Les semaines devinrent des mois. Les mois des années. La mélodie changeait. Plus triste, plus lente, inachevée. Il lui manquait elle. Lucas quitta Paris l'hiver suivant. Il ne supportait plus cette ville qui lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Devint musicien itinérant. Lyon, Marseille, Bordeaux. Il jouait pour oublier. Mais il n'oubliait pas. Chaque soir, il murmurait « Si tu m'entends, joue cette note, pour que je sache que tu existes encore. » Personne ne répondait. 12 ans passèrent. 12 ans d'errance. 12 ans à jouer la même mélodie inachevée, comme une prière, comme un appel. Mais Lucas ne savait pas que dans un orphelinat, un enfant de 11 ans entendait cette mélodie et qu'il allait répondre. Le vent traversait le champ de blé autour de l'orphelinat Saint-Aubin. L'air sentait l'herbe coupée et la pluie qui allait venir. Dans la cour, les enfants couraient, criaient, riaient, jouaient au ballon. Tous orphelins, tous oubliés. Elliot, 11 ans, était assis à l'écart, dos contre le mur, yeux fermés, immobile. Il écoutait. Le grincement de la balançoire, un mi bémol qui se répétait, le claquement du ballon sur le sol, un do grave, le souffle du vent dans les branches, un la aigu qui ondulait. Chaque son devenait une note dans sa tête. Le monde entier chantait pour lui. « Hé, le sourd !» Maxime s'approchait, 13 ans, sourire méchant. « Tu fous quoi ?»« J'écoute. »« Tu écoutes quoi ?»« Tout. » Maxime ricana. « Mozart des nuages. » Il s'éloigna en riant. Elliot se leva. Il avait l'habitude. Les moqueries, la solitude. Personne ne le comprenait. Il marcha vers le bâtiment principal, monta l'escalier. Les marches craquaient. Des notes graves,
puis aigu. Il sourit. Au 3e étage, une petite porte, le grenier interdit. Il regarda autour de lui. Personne. Il tourna la poignée. La porte grinça. À l'intérieur, la pénombre. Des cartons empilés, des meubles cassés. La poussière dansait dans les raies de lumière. Dans un coin sur une étagère poussiéreuse, quelque chose brillait. Une boîte en métal gravée, rouillée par le temps. Il la prit, la secoua. Un tintement. Il l'ouvrit. Un mécanisme à musique. Les petites dents métalliques étaient tordues. Certaines manquaient. Elliot fouilla dans sa poche. Sortit un trombone. Le déplia lentement. Puis, avec une patience infinie, il redressa les petites dents métalliques, une par une. Quand il eut terminé, il remonta le mécanisme, lentement. Puis, il lâcha. La mélodie était étrange, éraillée. Certaines notes manquaient. Le tempo était irrégulier. Une mélodie brisée. Mais dans la tête d'Elliot, elle était parfaite. Il ferma les yeux. Et soudain, il vit une femme, un violoncelle. Elle jouait assise sur des marches. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Son visage était flou, mais ses mains étaient nettes. Elle glissait sur les cordes avec une grâce infinie. Il voyait aussi un homme, une guitare. Il était assis à côté d'elle. Ses cheveux châtains étaient en bataille. Son visage flou aussi, mais ses doigts dansaient sur les cordes. Ils jouaient ensemble. Leurs instruments se parlaient, se cherchaient, se trouvaient. La vision s'effaça. Elliot ouvrit les yeux, le souffle court. Qui était-il ? Pourquoi les voyait-il ? Il savait une chose. Quelqu'un, quelque part, l'attendait. Le lendemain, pendant le cours de musique, Madame Rousseau remarqua Elliot. Il était le seul à ne jamais chanter. À la fin du cours, elle le retint. « Tu aimes la musique ?» Il hocha la tête. « Mais tu ne chantes jamais. Pourquoi ?»« J'entends une autre chose, une symphonie, tout le temps. Tu peux me la montrer ?» Elliot s'approcha du piano, s'assit, posa ses doigts sur les touches et commença à jouer. Madame Rousseau ouvrit en grand les yeux. Ce n'était pas une comptine, c'était complexe, riche, harmonique. Ses doigts glissaient avec aisance. Il avait les yeux fermés. Quand il s'arrêta, le silence tomba. « Où as-tu appris ça ?»« Nulle part. Je l'entends, depuis toujours. » Madame Rousseau s'assit, le souffle coupé. Elle joua une note, do, une autre note, fa dièse. Elliot identifiait tout, sans erreur. Tu as l'oreille absolue. Tu composes sans avoir appris. Je ne compose pas. J'entends ce qui est déjà là. Il posa la main sur son cœur. Ici. Madame Rousseau sortit son téléphone. Victor, c'est Hélène Rousseau. J'ai trouvé quelqu'un, un enfant, un prodige. Victor Germain arriva 3 jours plus tard. BMW noir, costume anthracite, sourire de requin. 52 ans, impresario brillant, mais sans scrupules.
Alors, c'est lui. Attends de l'entendre. Victor s'approcha. Bonjour Elliot, tu veux bien me jouer un morceau? Elliot posa ses doigts sur les touches. Comment ça? Victor écouta 30 secondes, puis 1 minute. Son visage changea. Stop. C'est toi qui as composé ça? Je ne compose pas. J'entends. Victor se tourna vers Madame Rousseau. Il a appris le solfège? Non. Il saurait lire une partition? Non. Victor resta silencieux. Puis, ses yeux brillèrent. Ce gamin va nous rendre riches. Madame Rousseau fronça les sourcils. Ce n'est pas pour l'argent que je t'ai appelé. Bien sûr, mais moi, je ne travaille pas gratuitement. Il s'agenouilla devant Elliot. Tu veux jouer devant des milliers de personnes? Elliot hésita. Puis, il s'imagina que si tout le monde pouvait écouter sa musique, alors il pourrait peut-être rencontrer cet homme et cette femme qu'il avait vue dans ses pensées. D'accord. Victor sourit. Parfait. On commence demain. Les semaines suivantes furent épuisantes. 8 heures par jour. Elliot travaillait avec des professeurs. Il dictait sa symphonie. Madame Rousseau la transcrivait, note après note, mesure après mesure. Une œuvre de 40 minutes. Ce qui fascinait Madame Rousseau, c'était la structure. La symphonie était construite autour de 2 thèmes. Le premier était porté par les violoncelles, mélancoliques, fragiles, comme une âme qui cherche. Le second était porté par les guitares, plus doux, plus lumineux, comme une réponse. Et à la fin, ils se rejoignaient dans une harmonie parfaite. C'est une histoire d'amour? Murmura Madame Rousseau un soir. Oui, répondit Elliot simplement. Une histoire vraie? Je crois. Victor organisa le concert au théâtre des Champs-Élysées. 3000 places, 150 € le billet. Elliot Beaumont, 11 ans, l'enfant prodige qui n'a jamais appris la musique. Tout Paris en parlait. Les critiques étaient sceptiques, les mélomanes étaient curieux. Victor envoya 5000 invitations personnalisées. L'une arriva dans une boîte aux lettres du Marais. Claire rentrait du conservatoire. Une vie tranquille, en attente. Toujours en attente de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Elle ouvrit l'enveloppe. Concert exceptionnel, Elliot Beaumont, 11 ans. 11 ans, l'âge qu'aurait eu son bébé aujourd'hui. Son cœur se serra. Une douleur familière. Celle qui revenait chaque année, chaque anniversaire. Elle avait jeté l'invitation. Mais quelque chose l'arrêta. En bas était indiqué « Symphonie pour violoncelle et guitare ». Violoncelle et guitare? Comme Montmartre. Comme Lucas et elle. Comme cette nuit qui avait tout changé. Elle glissa l'invitation dans son sac. Elle irait. À 300 km, Lucas dormait dans un squat à Belleville. Il se réveilla tôt, sorti avec sa guitare. 41 ans maintenant, les cheveux plus longs, la barbe plus épaisse. 12 ans d'errance avaient laissé des traces. Il joua la même mélodie. Vers midi, il vit l'affiche collée sur un mur. Elliot Beaumont, concert exceptionnel. Il vit également symphonie, 2 thèmes, violoncelle et guitare, une histoire perdue. Lucas s'arrêta net.
lâcha son sandwich. Violoncelle et guitare. Une histoire perdue. Il arracha l'affiche, la glissa dans sa poche. Son cœur battait comme il n'avait pas battu depuis 12 ans. Il irait. Il n'avait pas d'argent pour un billet, mais il irait quand même. La veille du concert, Elliot, Claire et Lucas ne dormirent pas. Elliot fixait le plafond. Claire serrait l'invitation. Lucas caressait sa guitare. Demain, ils entendraient peut-être la fin de cette mélodie. Le théâtre des Champs-Élysées brillait sous les projecteurs. Les voitures s'arrêtaient. Robes longues, costumes noirs, 3000 personnes. Claire arriva en taxi. Robe noire simple. Elle s'installa, milieu de salle, côté gauche. Lucas, lui, entra par une porte latérale, se faufila, trouva une place au fond, côté droit. Il portait son vieux jean et sa veste en cuir. Il détonnait. Ils ne se virent pas, séparés par 3000 personnes, par 12 ans de silence. Dans les coulisses, Elliot attendait. Costume noir trop grand, main moite, trac immense. Victor entra. « Tu ne me décevras pas, hein ? J'ai investi une fortune. Si tu te plantes, on est foutu. » Elliot hocha la tête, sans répondre. « Victor, ça suffit. » Madame Rousseau venait d'entrer. Elle s'agenouilla devant Elliot, posa ses mains sur ses épaules. « Écoute-moi bien. Oublie tout le monde. Oublie Victor. Oublie les journalistes. Ferme les yeux et écoute ton cœur. La musique est là. Tu n'as qu'à la laisser sortir. » Elliot sentit les larmes monter. Il hocha la tête. « Merci. » Un technicien frappa. « C'est l'heure, il faut y aller. » Les lumières s'éteignirent. Silence absolu. Elliot entra, seul, petit, fragile dans son costume trop grand. Un murmure parcourut la salle. Elliot avança jusqu'au centre, se retourna face à l'orchestre, 40 musiciens qui le regardaient. Elliot leva les mains. Elle tremblait. Puis, il ferma les yeux. Et la musique commença. Le piano s'éleva d'abord, doux, mélancolique. Il dessinait des vagues, lentes, régulières. Puis le violoncelle entra. Une mélodie triste et belle, une mélodie qui cherchait, qui appelait. Dans le public, Claire se figea, son sang se glaça, son cœur s'arrêta. Cette mélodie, elle la connaissait. Ce n'était pas possible, c'était impossible, mais c'était là. Note pour note, exactement comme elle l'avait joué il y a 12 ans. Les larmes montèrent, brûlantes. Comment ? Elle ferma les yeux, et soudain, elle se retrouva là-bas, sur les marches mouillées,
avec Lucas à côté d'elle. Sur scène, Elliot leva les mains plus haut. Tous les instruments entrèrent plus présents, plus confiants, comme une main tendue dans la nuit. De l'autre côté de la salle, Lucas se redressa d'un coup. Il agrippa les accoudoirs de son siège. Ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur explosa dans sa poitrine. Cette mélodie, c'était la sienne. Celle qui jouait depuis 12 ans. Celle qui n'avait jamais fini. Celle qui jouait chaque jour en espérant qu'elle l'entende. Celle que personne, absolument personne, ne connaissait. Les larmes coulèrent sur ses joues. Il ne les essuya pas. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait qu'écouter et reconnaître sa mélodie, son cœur, son âme. Claire se leva, bouleversée, tremblante. Les larmes coulaient. Lucas aussi se leva, de l'autre côté, les jambes flageolantes. Leurs regards traversèrent la salle. 3000 personnes entre eux, 3000 ombres, mais leurs yeux se trouvèrent. À travers la foule, à travers le temps, tout s'arrêta. Ils se retrouvèrent juste eux, ce soir-là, sous la pluie, sur ces marches. 12 ans s'effacèrent en une seconde. Ils se reconnurent immédiatement. Lucas, Claire. Sur scène, Elliot jouait les yeux fermés. Il ne les voyait pas, mais il les sentait. La musique ne montait jamais. Les dernières notes de piano s'éleva, suspendues dans l'air, comme un oiseau qui ne voulait plus se poser. Puis, le silence. Un silence parfait, absolu. Elliot ouvrit les yeux lentement, abaissa ses mains, se retourna vers le public. Debout, tous debout, 3000 personnes qui criaient, qui pleuraient, qui applaudissaient à tout rompre. Mais il n'entendait rien de tout ça. Il les cherchait. Ses yeux scrutaient la salle, rangée par rangée. Au fond de la salle, 2 silhouettes immobiles. Un homme et une femme qui ne bougeaient pas, qui ne criaient pas, qui le regardaient. Elliot les reconnut. Pas parce qu'il les avait vus de chaque côté, mais parce qu'il les avait toujours entendus, dans chaque note, dans chaque battement de son cœur. C'était eux. Claire descendit l'allée centrale, lentement. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle ne pouvait à peine marcher. Elle ne voyait que cet enfant, sur scène. Cet enfant qui avait joué sa mélodie. Cet enfant qui avait les mêmes yeux qu'elle. Lucas, lui, descendait aussi, de l'autre côté. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Cet enfant qui avait joué sa mélodie. Cet enfant qui avait le même sourire que lui. Et ils avançaient vers la scène, chacun de leur côté, sans se quitter des yeux. Lucas et Claire, Claire et Lucas. Elliot descendit les marches de la scène, lentement. Le costume noir trop grand flottait autour de lui. Et il marcha vers eux. Ils se retrouvèrent au centre de l'allée, tous les trois,
face à face. Le public se tut, fasciné, témoin de quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais qu'il sentait. Claire tendit la main, tremblante, hésitante. Elle toucha doucement les cheveux d'Elliot, noirs, comme les siens. « C'est toi ?» murmura-t-elle, la voix brisée par les larmes. Lucas posa sa main sur l'épaule du garçon, doucement. « C'est nous » souffla-t-il les yeux rouges. « C'est nous trois. » Ils comprenaient enfin. Elliot était leur fils, le bébé né de cette unique nuit à Montmartre, le bébé qu'on avait arraché à Claire, le bébé qui avait grandi seul sans eux, mais qu'il les portait en lui dans chaque note. Claire s'agenouilla, prit le visage d'Elliot dans ses mains, le regarda dans les yeux. « Pardon, » murmura-t-elle. « Pardon de ne pas avoir été là. Pardon de t'avoir abandonné. Je ne savais pas. On t'a enlevé de force. On t'a arraché à moi. Je t'ai cherché. Dans chaque enfant que je croisais. Je t'ai cherché partout. Pardon. » Les mots se bousculaient, sortaient dans le désordre, mêlés de sanglots. Lucas s'agenouilla aussi, la voix étranglée. « Je ne savais pas que tu existais. J'ai joué cette mélodie pendant 12 ans, en espérant que quelqu'un l'entende. Mais c'est toi qui nous as trouvés. » Elliot leva les yeux vers eux. « Je sais, mais vous étiez là, dans la musique. Vous avez toujours été là. Je vous ai entendu toute ma vie. Et je savais que si je jouais fort, vous m'entendriez aussi. » Claire éclata en sanglots, des sanglots profonds, libérateurs, 12 ans de douleur qui sortaient enfin. Lucas serra Elliot contre lui, fort, comme si il ne voulait plus jamais le lâcher. Puis, tous les trois s'enlacèrent. Une étreinte qui réparait 12 ans de silence, 12 ans d'absence, 12 ans de douleur. Autour d'eux, la salle était debout, silencieuse, témoin de ce miracle, de cette famille née de la musique. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Tous comprenaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'unique, quelque chose d'impossible, quelque chose de beau. Les applaudissements reprirent, doucement d'abord, puis plus fort, plus assourdissant. Mais Claire, Lucas et Elliot ne les entendaient toujours pas. Ils n'entendaient que leur cœur, qui battait enfin au même rythme. Que vous soyez en train de travailler, ou de marcher au bord d'une plage, ou simplement assis dans un bus, le regard perdu, si un jour vous vous surprenez à fredonner une mélodie, un air venu comme ça, sans raison, ne l'ignorez pas. Dites-vous que ce n'est peut-être pas le fruit du hasard. Certaines mélodies ne naissent pas dans nos têtes. Elles nous traversent, elles voyagent de cœur en cœur, d'histoire en histoire, sans jamais vraiment se perdre. Parfois, elles portent le souvenir de quelqu'un, parfois, elles cherchent quelqu'un. Parfois, elles portent le souvenir de quelqu'un, parfois, elles portent le souvenir de quelqu'un. 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 Parfois, elles portent le souvenir de quelqu'
La musique a cette façon étrange de retrouver les chemins qu'on croyait effacés. Alors si un jour une mélodie insiste, si elle revient encore et encore, laissez-la vivre quelques secondes. Et si vous tendez un peu l'oreille, vous entendrez peut-être ce que d'autres ont laissé derrière eux. Un souvenir, une main tendue dans le vent, ou peut-être une présence. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. Pour les petits curieux, cette histoire est inspirée d'un film. Je vous laisse deviner le film. J'attends vos réponses en commentaire. Et si vous aimez mes récits, juste un petit cœur en commentaire, ça aiderait ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite. C'était les Murmures de Malo.